Alors, donc bienvenue à tous. Merci d'être si nombreux. Là, pour l'instant, je crois qu'on est 44 déjà sur Zoom, donc c'est déjà pas mal, plus les connexions Facebook. Donc, on va se partager un petit peu la parole pour cette conférence. Donc voilà le programme, hein, je vous l'affiche. On va vous expliquer un petit peu déjà techniquement comment on va pouvoir échanger. Ensuite, nous avons Edmond Jorda qui est connecté avec nous et qui fera un petit mot d'introduction. Ensuite, on vous expliquera qu'est-ce que l'unité sédimentaire du Roussillon, qu'est-ce qu'on observe et quels sont les résultats qu'on obtient. Voilà, on va essayer de ponctuer de moments d'échange. Donc ici, nous sommes deux animateurs ce soir. Donc moi-même, Florence Lanzelotti, donc je suis chargée d'études à l'agence d'urbanisme catalane. Je m'occupe de l'animation de l'Observatoire de la Côte Sableuse catalane, c'est-à-dire que je fais le lien entre les expertises scientifiques et les collectivités, ou bien le grand public. Je m'occupe de la communication un petit peu, mais surtout de synthétiser tous ces travaux pour que les collectivités puissent s'en servir et puissent s'en servir donc comme de l'aide à la décision, donc réaliser des actions. Donc mon binôme Aubergem et Eric Palvado, je vais le laisser se présenter. Oui, mais bonsoir à toutes et à tous. Donc, je suis effectivement Eric Palvado, je travaille au Bergem Occitanie qui est situé sur Montpellier et je suis effectivement le binôme de Provence au titre de chef de projet de l'OPSCAT pour le BRGM. Chef de projet, en fait, ça signifie que je gère en fait tout ce qui concerne la partie acquisition de données pour l'OPSCAT, acquisition de données de suivi, et puis toute la partie interprétation et restitution des résultats année après année. Voilà. Merci Eric. Donc là, on est connecté sur Zoom et en direct sur la page Facebook de l'OPSCAT qui est à l'événement. Il faut savoir que la conférence est enregistrée. Voilà, sur Zoom, on est enregistré et on pourra comme ça la diffuser ensuite en replay pour ceux qui n'ont pas pu se connecter ce soir. Donc, si vous avez des problèmes, que ce soit sur Zoom ou sur Facebook, vous pouvez vous exprimer dans le chat que vous avez normalement sur le côté droit de votre application. Notre collègue de l'agence d'urbanisme, Serge, va vous aider. Donc, il est là un petit peu en support technique. Et d'ailleurs, c'est lui qui a coupé tous les micros, donc automatiquement, pour éviter les bruits un petit peu parasites autour de vous. Et bien sûr, quand vous voudrez prendre la parole, vous pouvez le réactiver vous-même sans problème. On va donc alterner entre les moments de présentation et les moments d'échange. Et lors des moments d'échange, pour faire une remarque ou poser une question, vous pouvez soit écrire directement dans le chat et vous pouvez le faire dès le début de la présentation quand quelque chose vous vient à l'esprit. On essaiera de répondre au fur et à mesure. Et sinon, vous pouvez aussi lever la main. Il y a une petite icône lever la main dans la liste des participants et ça vous permet qu'on puisse modérer et puis et voir qui est-ce qui veut prendre la parole. Donc pour interagir plus facilement ensemble, on va aussi publier des petits sondages. Vous y répondez ou pas, mais ça, voilà, ça permettra d'animer un petit peu cette réunion. Tout ça sera bien sûr anonyme. Et sur Facebook, vous pouvez aussi publier des commentaires si vous le souhaitez. D'abord, on va d'ailleurs vous proposer des petits sondages introductifs pour savoir un petit peu qui vous êtes, sur notamment les 46 participants là, sur Zoom. Donc, Serge va vous afficher normalement un premier sondage. Est-ce que c'est bon, Serge, pour le sondage, le premier, pour mieux connaître notre public? Voilà. Donc, qui êtes-vous? Est-ce que vous êtes grand public? Est-ce que vous êtes étudiant ou est-ce que vous êtes issu d'une collectivité, que vous soyez technicien ou élu? Voilà. Donc, l'idée, c'est de savoir si on a affaire à un public initié ou pas.
Voilà, donc on a 38 participants sur 43. Et donc avec, ça, je peux mettre fin au sondage, on a une majorité de techniciens et d'élus de collectivité, mais on a aussi pas mal de grand public avec 34%, et puis quelques étudiants. Serge, tu peux passer au sondage suivant. Voilà. Donc voilà le résultat qui doit s'afficher chez vous. Donc là, on a affiché les résultats. Oui. Oui, donc voilà, une majorité de techniciens et d'élus et un plus grand public pour un tiers et puis quelques étudiants me suivent. Donc le deuxième sondage concerne votre localisation. Est-ce que vous habitez dans une commune littorale? Donc, une commune littorale, c'est une commune qui jouxte la mer immédiatement. Dans une commune rétro-littorale, c'est par exemple pour le Roussillon, ça peut être Saint-Laurent-de-la-Salanque, ça peut être la Tour-Bazaine, etc. Ou carrément l'arrière-pays. Bonjour. Bonjour. Donc, on a surtout des habitants du littoral, pour moitié quasiment. Et ensuite, pas mal d'arrière-pays et pas vraiment les rétro-littoral à 18%. OK, donc c'est bien voilà, les habitants du littoral qui s'intéressent à leur littoral. Et donc, particulièrement pour vous, habitants du littoral, est-ce que vous habitez dans le Roussillon ou est-ce que vous habitez hors Roussillon? Donc, le Roussillon, je rappelle, c'est de Leucate à Argelès, on y reviendra. Ces deux communes-là inclus. A priori, on aurait une majorité d'habitants du Roussillon. Voilà, donc à 63%. Très bien, merci. Et maintenant, on va rentrer un tout petit peu plus dans les détails. Donc, pour les habitants du Roussillon, merci d'indiquer la commune sur laquelle voilà, vous êtes habitant. Donc, 8 communes sur le littoral du Roussillon, le 4, le Barcarès, Toreil, Sainte-Marie, Canet, Saint-Cyprien, Elne et Argelès. Pour le littoral sableux, bien sûr, puisque c'est bien du littoral sableux qu'il est question aujourd'hui. Donc, je crois que Saint-Cyprien est largement représenté ce soir. Avec, pour l'instant, la moitié des participants. Très bien, merci donc pour ces petits éléments qui nous permettent de savoir un peu voilà, d'où vous situez. Donc, ça reste quand même voilà, des problématiques assez locales. Donc, merci pour ces informations. C'est beaucoup moins convivial, effectivement, qu'en présentiel, mais voilà, on essaye un petit peu de vous connaître quand même. Donc, maintenant, je vais passer la parole à Edmond Jorda, vice-président en charge du littoral à Perpignan Méditerranée Métropole et également maire de Sainte-Marie-la-Mer.
Alors, est-ce que le micro d'Edmond Jorda est bien Est-ce ouvert? que vous m'entendez Voilà. bien? C'est bon? On vous entend, c'est bon. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Merci donc pour votre participation. Il y a un véritable succès de participation pour cette webconférence. Je salue tout particulièrement mes collègues élus. Voilà, je vois Michel Molly, entre autres, ou Cécile Margaille. Merci à tous d'être là. Écoutez, donc comme Provence vous l'a dit, je suis nouveau maire de Sainte-Marie-la-Mer et j'ai absolument tenu à obtenir cette délégation, donc gestion intégrée des zones côtières à Perpignan Méditerranée Métropole. Grosso modo, la délégation littorale de PMM, qui est depuis quelques années la structure compétente donc, de gestion du littoral, que ce soit les études, les travaux et bien entendu le suivi avec l'OPSCAT. Alors c'est vrai que PMM donc, a eu un rôle fédérateur, il a impulsé l'OPSCAT en 2014 et c'est mon prédécesseur Pierre Roch donc, qui était alors aux manettes. Puis ensuite le CAT donc, qui apparemment est en Roussillon maintenant, je viens d'apprendre. Donc le CAT nous a rejoints en 2016. Puis la communauté de communes Sud-Roussillon, voilà, donc il y a beaucoup de gens de Saint-Cyprien. Et enfin Albert Côte-Vermeille-Libéris en 2019. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui on a beaucoup de chance puisque finalement toute l'unité hydrosédimentaire est représentée au sein de l'OPSCAT. Voilà. Et depuis 2017, donc, je ne vous l'ai pas dit, donc l'animation se fait via l'agence d'urbanisme catalane que je remercie, qui est présidée par mon ami Jean-Paul Biès, le maire de Pézières-la-Rivière. Alors c'est vrai qu'il y a eu une forte incitation de l'État et de la région sur l'OPSCAT. Et aujourd'hui, grâce à tous ces partenariats et grâce à ces soutiens financiers, on dispose d'un stock de données fiables et régulières pour pouvoir faire des choix de gestion, des choix les plus justes possibles, bien sûr, en matière de gestion intégrée des zones côtières. Je crois que ça, c'est très, très, très important parce que nous ne partions pas de zéro, mais en tout cas, il y avait tout un ensemble d'études qui étaient disséminées ici et là, et nous manquions bien entendu d'une vision, nous manquions d'une certaine unité, nous manquions aussi un peu d'ingénierie à l'époque. Voilà, donc aujourd'hui, grâce à l'OPSCAT en particulier, tout ça s'arrange, tout cela évolue, et puis nous autres, les élus, nous sommes aussi des gestionnaires. Il faut dire que du point de vue de la gestion financière, nous ne nous en sortons pas trop mal, puisque finalement, le coût, quand même, sur 3 années, est approximatif donc, de 1 million d'euros, c'est-à-dire à peu près 1 euro par habitant et par an, si on le rapporte à la population, sans compter les touristes et les visiteurs. Eh bien, il faut savoir que quand même, pour les communes, il n'y a plus qu'entre 20 et 30%, enfin, pour les territoires, je dirais, les EPCI et la commune de Leucate, il n'y a plus que 20% donc, en charge sur le fonctionnement de l'OPSCAT. Donc, c'est en plus quand même une très bonne opération de ce côté-là. Alors voilà, l'OPSCAT aujourd'hui a un rayonnement départemental, régional et même national, grâce à sa connexion avec des groupes d'experts et des institutions en matière de littoral. Et l'OPSCAT fait partie du réseau national des observatoires du trait de côte. Alors la réunion de ce soir, elle fait aussi partie d'un cycle de conférences qui s'inscrit dans le travail habituel de l'OPSCAT, dont l'une des missions est la communication au grand public et le partage de la connaissance. Donc il y a déjà eu 3 réunions de réaliser. Et aujourd'hui, c'est la 4e. Donc moi, je tiens tout d'abord à remercier Provence Lanzelotti et Eric Palvado pour leur animation et pour leur travail, pour la préparation de cette réunion. Donc, également M. Hervieux qui les assiste techniquement. Donc, je les en remercie par avance. Je vous remercie donc par avance également pour votre participation active, je l'espère, à cette réunion. Et puis, je reste à votre disposition si jamais voilà, vous avez
des questions ici, ma position d'élu délégué donc peut éclairer ce débat. Voilà. Merci à tous et bonne conférence. Merci beaucoup, Monsieur Jorda, pour cette introduction. Donc, on aura un petit temps d'échange voilà, après. Donc, moi, je vais vous expliquer maintenant un petit peu l'unité sédimentaire du Roussillon. Donc, Edmond Jorda l'a soulevé. Donc, le 4, pour nous, géomorphologue du littoral, est en partie en Roussillon, en fait. On fait un peu fi des limites communales, intercommunales ou départementales. Et en fait, ce qui nous importe, c'est les fonctionnements, et notamment le fonctionnement morpho-sédimentaire, c'est-à-dire les déplacements de sédiments tout le long de la côte. Donc là, vous voyez une carte de la côte d'Occitanie qui est découpée. Donc le littoral sableux est découpé en plusieurs compartiments qu'on appelle des unités sédimentaires. Et on considère qu'à l'intérieur d'une unité sédimentaire, il y a un fonctionnement assez homogène. C'est-à-dire qu'on a un sens de dérive littorale dominante qui est le même. Vous me direz, ah maintenant, dans le Narbonnais, il y en a deux. Oui, effectivement, il y a une convergence, mais on considère que le Narbonnais est une unité à part entière en raison d'une homogénéité sur ce fonctionnement, sur les courants. Et donc, on a des limites qui ne sont pas perméables, mais presque, qui sont souvent des caps rocheux. Donc, pour nous, dans le Roussillon, c'est le cap Le 4 et le Racou, qui est le début de la côte rocheuse. Donc ici, notre périmètre OBSCAT, il se situe ici, donc entre Le 4 et Argelès, entre le cap Le 4 et la falaise du Racou, et on est dans l'unité sédimentaire du Roussillon. C'est pour ça qu'on parle de littoral du Roussillon. Donc, cette homogénéité, comme je vous disais, elle se caractérise par un sens de courant de dérive littorale qui est à peu près tout le temps le même, c'est-à-dire vers le nord, du sud vers le nord. Alors, il ne faut pas s'imaginer un banc de sable qui traverse face à nous dans la mer et qui va vers le nord. Ce n'est pas tout à fait ça. Vous avez un petit schéma là sur l'image. C'est simplement qu'on a une houle qui se propage de façon oblique à la côte, c'est-à-dire elle n'arrive pas frontalement. Et donc, les grains de sable qui sont portés par cette houle oblique fait qu'on a un transit sud-nord. Voilà, c'est tout simplement en lien avec la dominance des facteurs de ce qu'on appelle les forçages, donc les facteurs météo-marins, donc ou le vent, qui crée également les courants. Donc voilà pour dire un peu le décor, le périmètre. Donc maintenant, je vais passer la parole à Éric Palvado sur tout ce qui est observation. Donc il va vous expliquer ce qu'on observe, ce qu'on peut obtenir. Merci Provence. Oui, donc là, Provence vient de vous exposer un peu le cadre, on va dire, géographique de l'OBSCAT après l'exposé plus, on va dire, en termes d'enjeux vis-à-vis de toutes ces informations que l'on collecte, que M. Jorda a présenté également. Là, je vais vous présenter effectivement, on va focaliser plus sur les aspects sédiments, déplacement de sédiments, traits de côte, etc. La présentation, il faut savoir que il y a beaucoup de données qui sont collectées outre ces informations sédimentaires et traits de côte sur l'OBSCAT. On a de la topobathymétrie, ça je vais vous en parler plus en détail. On fait également des relevés de végétation. On regarde aussi tout ce qui est changement paysager à l'aide d'un suivi photographique. On a également des images satellites qui sont relevées par d'autres partenaires qui sont aussi rattachés à l'OBSCAT, le CEFREM, le ID également et le parc marin, pour regarder tout ce qui est indicateur du trait de côte, donc les évolutions du trait de côte par image satellite. On teste aussi différentes méthodes et différents types de données dans cet observatoire. Il y a également des données là, par le CEFREM qui sont acquises sur les stocks sableux à l'aide de méthodes sismiques et géoradar. Et là, donc, on va plus spécifiquement se concentrer, je vous l'ai dit, sur ce qui concerne les plages et les mesures topographiques
et bathymétriques sur les plages, et tout ce qui va nous permettre de regarder les déplacements sédimentaires et réaliser des bilans sédimentaires sur les plages. Alors tout d'abord, on a les mesures topographiques sur les plages émergées. Ces mesures-là nous permettent aussi de repérer le trait de côte. Cette topographie est également réalisée dans les petits fonds marins, sur les cordons dunaires et sur les embouchures des 3 fleuves que l'on a sur la côte sableuse du Roussillon. Les méthodes que l'on utilise, eh bien là vous les avez illustrées sur ces images. C'est tout d'abord bien sûr le DGPS, qui est un outil maintenant devenu très classique pour nos thématiques, que l'on équipe sur un quad ou bien à pied, ça dépend des circonstances que l'on va trouver sur le terrain et des sites. On fait également des relevés photogrammétriques. Là, c'est le petit autogire jaune que l'on voit ici. Là, j'aurais une pensée pour la personne qui l'avait piloté l'année dernière et qui est hélas le pilote qui n'était pas le pilote que l'on utilise pour l'Obscat, mais il y a eu un crash et cet autogire n'est plus utilisable pour le moment. On a fait appel à d'autres moyens depuis. Et puis on fait également appel à des relevés topographiques à l'aide de la méthode LIDAR, qui est en fait une méthode laser. Alors pour simplifier, là, l'appareil est porté ici par un hélicoptère. Pour simplifier, le LIDAR, en fait, c'est un altimètre laser qui balaye à haute fréquence la surface du sol, ce qui permet en fait de restituer très finement la topographie des plages et des cordons dunaires que l'on suit. Alors très finement, c'est-à-dire qu'on a des précisions de quelques centimètres ou de quelques centimètres, on a une précision altimétrique de 5 à 10 cm maximum. Alors, on fait également, bien sûr, des mesures bathymétriques. Donc là, c'est la bathymétrie, en fait, c'est la topographie des fonds marins que l'on mesure. Ceci est réalisé à partir d'un sondeur et d'un GPS qui sont couplés sur une embarcation semi-rigide que vous voyez ici à l'image. Et ces relevés sont faits à partir de transects perpendiculaires à la côte sur la dizaine de sites que l'on suit tout le long des 44 km de la côte sableuse catalane. Sur les embouchures, vous avez une autre petite illustration là. On va acquérir le même type de données, mais à partir, là, vu la taille de ces embouchures, on fait une acquisition à partir de drones. Là, vous avez le drone bâti qui fait exactement le même travail que peut faire l'embarcation semi-rigide plus volumineuse en mer. Diapo suivante, s'il te plaît, Provence. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ces données? Eh bien, on réalise des cartes, on groupe les 2 types de données, la topographie des plages émergées et la bathymétrie des plages immergées, pour réaliser ce que l'on appelle des cartes topo-bathymétriques, sur lesquelles on peut visualiser également la position, on va relever et positionner également le relevé du trait de côte que l'on fait à chaque levée. Et puis également, bien sûr, on regarde, là vous avez une illustration à droite, tout ce qui est l'altimétrie des cordons dunaires. Je crois que c'est le cordon dunaire du Lido de Canet. Diapo suivante, oui, c'est ça. Donc, je reprends mes notes, excusez-moi. Donc, on a des levées photogrammétriques et LIDAR qui sont réalisées, je vous en ai parlé tout à l'heure. Ça permet d'acquérir également des photographies aériennes très précises en parallèle de ces acquisitions. Leur analyse est importante pour regarder tout ce qui est modification du paysage, des aménagements côtiers, des aménagements urbains également. Visualiser aussi tout ce qui est modification rapide et fréquente des embouchures. Là, vous avez l'illustration à l'image sur l'embouchure de la Glie. Vous avez une séquence de 4 levées qui ont été réalisées entre septembre 2014 et mai 2016. Donc ça permet de visualiser ces évolutions très rapides, à la fois du trait de côte, des bancs de sable, la création et destruction des flèches, et puis les exports de sédiments depuis l'intérieur des embouchures vers la côte.
On regarde également avec ces images l'évolution de la couverture végétale, les informations qui sont couplées aussi avec les informations, les relevés de terrain qui sont faits par les gardes du littoral de PMM. Et puis ces informations-là aussi permettent de regarder tout ce qui est impact des tempêtes, les impacts érosifs, les traces de submersion, les laisses de mer, la présence de bois flotté. On a déjà réalisé 3 levées post-tempête depuis mars 2018, dont bien sûr le relevé que l'on a réalisé à la fin de l'épisode de la tempête Gloria en janvier de cette année. Diapo suivante, merci. Alors, qu'est-ce qu'on peut aussi tirer de toutes ces informations-là, de ces suivis topobathymétriques? Alors, vous l'avez bien vu, on a une vision qui est terre-mer, et on regarde également tout ce qui est mouvement du trait de côte. C'est l'un des premiers indicateurs d'évolution morphologique que l'on regarde. Donc, c'est cette position du trait de côte au fil des saisons et au fil des années. Donc, on fait des relevés, alors je ne l'ai pas précisé, mais on fait des relevés 2 fois par an depuis 2014, à la fin de l'hiver et en fin d'été. Ça permet en fait de regarder tout ce qui est, faire un point sur les situations saisonnières et visualiser tout ce qui est les déplacements qui ont pu de sédiments et puis surtout les déplacements du trait de côte qui ont pu se réaliser au cours de la période hivernale. Ça permet aussi, puisque je vous l'ai dit, on fait des relevés depuis 2014 2 fois par an, au final de compléter chaque année une vision pluriannuelle de ces comportements du trait de côte. Regardez s'il y a des phénomènes de résilience à la suite aussi de phénomènes érosifs importants comme les tempêtes, et regardez évidemment quelles sont les tendances pluriannuelles que l'on peut mettre à jour. Provence, est-ce que tu peux revenir sur la diapo d'avant? Celle où il y a l'évolution du trait de côte. Voilà, oui, j'étais sur celle-ci, désolé. Donc ces évolutions du trait de côte permettent également, en les analysant plus finement, de regarder quelles sont les variations de largeur des plages, notamment à la fin de l'été, ce qui permet aussi de repérer, je dirais, à l'avance de la saison hivernale, quelles sont les situations qui sont potentiellement problématiques à l'approche de l'hiver, donc les zones qui ont déjà été peu résilientes à l'issue de l'été et où les largeurs de plage sont peu importantes. Diapo suivante. Voilà. Celle-là, voilà, on est là, ouais, parfait. Alors, les relevés topobathymétriques, donc les cartes topobathymétriques que l'on réalise, qu'est-ce qu'on peut également en faire? Alors, elles permettent de visualiser tout ce sont les déplacements sédimentaires, là toujours dans une vision terre-mer. Alors comment est-ce qu'on visualise ces déplacements sédimentaires? C'est tout simple, on fait des comparatifs de cartographie, comparatifs de données. Ce sont en fait des soustractions, hein. Donc pour avoir par exemple les sédiments qui se sont déplacés pendant un hiver, on va en fait soustraire, donc la situation topobathymétrique, que je ne dise pas de bêtises, de fin d'hiver avec la situation de l'année précédente avant l'hiver. Donc là, ça permet sur la droite, en haut à droite de l'image, vous allez avoir la carte finalement résultat qui permet de visualiser ces mouvements sédimentaires entre l'exemple présent, c'est le nord du port du Barcarès, donc pour la période hivernale 2017-2018. Vous avez en vert les zones sur lesquelles on va avoir on aura eu au cours de l'hiver des apports de sédiments. Et en rouge, au contraire, des zones qui se seront creusées, donc en érosion, entre guillemets, et dans lesquelles les fonds se sont abaissés. Donc en vert, vous avez un apport de sédiments, les fonds ont été exaucés. Comment dire, se sont relevés, la bathymétrie est donc plus faible, et les zones en rouge orangé, là on a au contraire un départ de sédiments avec des fonds qui se sont approfondis. Ensuite, on va traduire ces informations en termes de volume déplacé, et au fil des années, on regarde quelles sont l'évolution de ces volumes pour dresser, ça permet de dresser chaque année des bilans sédimentaires, et
là, vous avez par exemple l'ensemble de ces bilans qui ont été calculés chaque année, qui sont sur ce graphique et qui permettent de voir comment évolue sur chaque secteur, là c'est le cas du nord du Barcarès, comment évoluent ces bilans chaque année, si la plage est plutôt déficitaire, si ce sont plutôt au contraire les fonds marins qui sont déficitaires. Alors, on analyse ça site par site pour regarder quels sont les différents comportements. Diapo suivante. Excuse, j'ai juste une petite question en fait sur la carte des mouvements sédimentaires. Les traits noirs, ça constitue des digues et des enrochements. Tout à fait, c'est ça. Vous avez effectivement les épis qui sont transversaux à la côte et vous avez les brise-lames, la série de 6 brise-lames qui sont installés au nord du port du Barcarès. Parce qu'on voit clairement qu'il y a un phénomène érosif en fait dès qu'on arrive dans le large en fait au niveau de la mer, alors qu'il y a un maintien, voire une accrétion positive qui se situe entre. C'est suite à un rechargement ou c'est un phénomène naturel? J'en parlerai un petit peu tout à l'heure. Là, on pourra regarder ça peut-être dans la partie à la fin de l'exposé. Regarder en termes de questions, je vous répondrai peut-être plus précisément là-dessus. Effectivement, alors là, c'est une situation à un moment donné. Hein, c'est des choses qu'on regarde aussi au fil du temps et qui nous permettent effectivement de dire si on a plutôt des tendances érosives à tel endroit ou des tendances d'accrétion à tel autre. Voilà, c'est effectivement dans cette optique-là que vous précisez bien, cette optique-là qu'on analyse aussi ces informations-là. Oui, Eric, juste une question. Quelle est l'échelle des couleurs, la des teintes? Là, on est dans les maximums de vert, on doit être dans le 1,50 m, oui, 1,50 m, 2 mètres, et donc d'accrétion, donc de surélévation des fonds. Et les rouges, c'est l'échelle inverse, donc le rouge maximum, il doit être autour de 1,50 m aussi. Merci. Alors, on a également donc d'autres instruments, une instrumentation très particulière qu'on utilise aussi sur l'OBSCAT, qui sont les caméras vidéo. Donc, on a des suivis par caméra vidéo qui permettent de regarder de manière à plus haute fréquence, puisque là, je vous ai parlé qu'on avait 2 levées par an. Là, cette fois, on a des systèmes qui sont maintenus tout le long de l'année et qui permettent d'observer quels sont les mouvements du trait de côte, également des barres sableuses, donc à haute fréquence. Et regarder également, ça permet de regarder quels sont les effets des tempêtes sur ces sites-là. Donc, on a trois dispositifs qui sont installés sur l'OBSCAT. Le premier est le plus ancien, qui a été installé dès 2014 sur le nord donc, du port Barcarès. Le second qui, lui, a été installé, si je ne me trompe pas, fin 2018, début 2019, au niveau du village naturiste de Leucate. Et le troisième tout récent, qui a été installé juste avant l'été 2020, au niveau de la plage du Racou. Alors, je vous ai dit effectivement que ça permettait de regarder de manière à haute fréquence quels étaient les mouvements du trait de côte. Donc, effectivement, ces systèmes permettent d'acquérir une image par heure, alors avec des points de vue différents. Donc, on est capable de regarder, en fait, là, vous avez sur l'image en haut à gauche du port Barcarès, qui est limité simplement à la partie nord, mais l'appareil observe également la partie centrale et la partie qui, elle, plus vers le port. Donc, on a une évolution, permet de voir ces évolutions qui sont fines après les tempêtes, mais aussi avant les tempêtes, ce qui permet de regarder aussi quels sont les impacts au niveau de ces sites des différentes tempêtes, hein, qui peuvent différentes tempêtes au fil de l'hiver. On regarde, qu'est-ce qu'on dresse après comme élément d'analyse. On regarde ce qui est, par exemple, les amplitudes annuelles des évolutions. Vous avez sur le graphique de droite. On regarde quelles sont les amplitudes maximales des mouvements du trait de côte en termes d'avancée et de recul. On regarde ça de manière annuelle. Ça donne une idée de l'amplitude et des phénomènes qui sont à l'œuvre sur ces sites. Ce qui ne veut pas dire que c'est des phénomènes forcément irréversibles. Au contraire, ça montre bien quelles sont les amplitudes entre des reculs, on va dire maximum, et des avancées maximales
sur ces sites. On regarde également, ça va être le schéma coloré à droite, quelles sont en fait à plus long terme les tendances de comportement du trait de côte. On croise en fonction de ces évolutions-là, on y croise également l'effet des tempêtes et des rechargements qui sont réalisés, là en l'occurrence sur toujours le site de Port-Barcarès Nord. Donc là, ce qu'on regarde plus précisément sur ce site-là, c'est quelle est l'évolution au fil du temps des tombolos, donc qui sont les flèches sableuses qui relient en fait plus ou moins le trait de côte et les brise-lames que vous voyez sur l'image là. Ça permet tout simplement de regarder la présence de tombolos, ça a plutôt tendance à indiquer qu'on est en période d'équilibre de la plage. Donc le fait qu'on ait un tombolo qui se réduise, ça veut dire qu'on a plutôt un phénomène de déséquilibre et de déficit sédimentaire. Et au contraire, un tombolo qui va avancer vers le brise-lame, on aura plutôt une période en accrétion et en bilan positif. Donc on regarde, vous voyez là, le schéma n'est pas forcément facile à appréhender, mais vous avez le temps qui est sur l'axe des Y, hein, donc horizontal, de nos observations. On y reporte sur ces graphes la position en fait du trait de côte que l'on mesure sur chaque image. Et on regarde quelles sont ces fluctuations au cours du temps autour d'une position moyenne que l'on calcule. Les couleurs vous donnent en fait là la position, c'est-à-dire plus ou moins éloignée de cette position moyenne. Donc, plus vous êtes dans des couleurs bleues, ça veut dire que le trait de côte est en deçà de la position moyenne, donc il est en recul. Et plus vous êtes dans des couleurs rouges, la position du trait de côte est là en avant vers la mer par rapport à la position moyenne. On est plutôt dans une période d'accrétion, d'avancée du trait de côte. Donc là, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est juste pour vous expliquer qu'en fait, ça permet de voir, en particulier sur ce secteur aménagé, quel est l'effet des ouvrages, positif, négatif, ou est-ce qu'on voit si cet effet positif ou négatif se perdure dans le temps. Quelle est la réaction du système de défense, je parle des ouvrages, du système de défense vis-à-vis des tempêtes, et puis également quelle est la pérennité des rechargements qui sont réalisés sur ce site. Diapositive suivante. Je vous ai parlé, oui, tout à l'heure des barres sableuses. Les systèmes vidéo permettent également de repérer les barres sableuses sous-marines. Donc, c'est des bancs de sable, hein, les barres sableuses dont je parle. Ce sont des objets qui sont mobiles au gré des vagues et des courants, qui se déplacent relativement lentement, mais la position et le déplacement a une influence assez importante. Elles interagissent de manière importante avec les évolutions du trait de côte et de la plage émergée. Donc on a un couplage en fait avec ce qui se passe en mer, les déplacements de sédiments en mer et les évolutions morphologiques des plages, ce que l'on voit au jour le jour. Donc ça a une évolution aussi sur la largeur des plages disponibles. Et voilà, c'est juste pour illustrer, vous avez sur cette image qui est en fait une reconstitution des différentes vues qu'offrent les systèmes vidéo. On est toujours sur le nord du Barcarès. J'ai simplement reporté en fait la position des barres que l'on repère sur des images moyennées, c'est-à-dire qu'on fait des acquisitions, des séquences vidéo d'une dizaine de minutes quand il y a de l'agitation, donc il y a des déferlements en mer. Sur une image, un déferlement, c'est une tache blanche en fait hein, sur les images. Quand on moyenne en fait ces informations, ça permet de bien visualiser où se situe ce déferlement et d'avoir une idée de la position moyenne des barres sur le site à un instant donné. Diapo suivante. Merci Eric. Donc là pour ces questions, est-ce que vous avez d'autres questions sur ces observations, on va dire, quantitatives du littoral? C'est-à-dire que là, comme Eric l'a expliqué, on mesure les épaisseurs de sédiments et puis on fait des soustractions tout simplement d'une année sur l'autre, d'une saison sur l'autre ou sur plusieurs années pour voir un peu comment ça évolue et pouvoir déterminer des tendances.
Est-ce que vous aviez d'autres questions ou est-ce que vous voulez qu'on revienne sur certaines diapositives, là, comme tout à l'heure sur le Barcarès? Je pense qu'on peut peut-être donner des explications complémentaires par rapport à l'intervention de tout à l'heure, oui. Ouais. Notamment peut-être sur cette diapositive ici. Oui, là. celle-là, ouais, très bien. Ouais, ouais. Donc, en fait, c'est un peu le cœur de nos rendus, quoi. C'est-à-dire ces cartes-là et puis ces courbes qui sont plus ou moins exponentielles. Alors en fait, il faut savoir qu'on a, on n'a pas évidemment, vous le savez bien, une côte sableuse qui est rectiligne et continue. Je dirais, on a parlé de la dérive sédimentaire. Provence a parlé tout à l'heure de la dérive sédimentaire qui se propage en fait du sud vers le nord. Bien que ce ne soit pas un mouvement qui soit permanent, mais au fil du temps, effectivement, et au fil des années, c'est quand même un tapis de sable, un tapis roulant de sable qui se déplace vers le nord. Il y a effectivement les embouchures qui sont des obstacles à cette dérive, et puis vous avez bien sûr les aménagements portuaires qui en sont d'autres, qui donc des effets, qui vont avoir des effets également importants donc sur la position du trait de côte et les déplacements sédimentaires. Donc effectivement, la remarque qui a été faite tout à l'heure, là on parle du Barcarès, les digues du port du Barcarès ont évidemment une influence sur cette dérive sédimentaire puisqu'elle a bloqué, ces digues bloquent en partie le transit sédimentaire qui est déporté vers le large, ce qui explique que c'est classique en fait, on l'a ça aussi sur d'autres ports situés plus au nord ou plus au sud. On va avoir finalement une accumulation de sédiments qui se fait dans le sens de la dérive sédimentaire, donc contre les digues les digues sud pardon, des ports. Et à contrario, on va avoir des phénomènes érosifs que l'on va observer au nord des digues portuaires. Alors, l'image là, c'est un instantané, un fait d'un hiver, hein, simplement, mais c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. C'est vrai que si on cumule ces observations, on a pu observer effectivement que l'on a des reculs et des déficits au nord de ces ports. C'est pour ça notamment que sur le Barcarès, il y a eu ce dispositif important de défense entre guillemets contre la mer qui a été installé. Voilà, donc on a ces interruptions ou ces modifications du transit sédimentaire créées naturellement par les embouchures et par l'homme au niveau des digues portuaires qui vont créer ces entre guillemets dysfonctionnements du fonctionnement naturel des plages et que l'on regarde, c'est on va dire des hotspots de nos observations OBSCAT également. Ok, merci. On a une petite question sur le chat qui concerne la photo des embouchures. Je pense que c'est sur cette diapo-là. Non, c'est pas l'embouchure du TEC. Je pense que c'est l'embouchure de la Glie ici. C'est l'embouchure de la Glie, oui, tout à fait. Donc, limite de commune entre Toreil au sud et Barcarès au nord. Donc, une embouchure qui est quand même très mobile. Et vous avez pu le voir si vous êtes allé un petit peu voir ce qui se passait sur le littoral, notamment juste après Gloria. C'était assez impressionnant. On reconnaissait plus la plage, quoi, quasiment. Voilà donc pour ces questions d'observation, on va dire quantitative. Maintenant, je vais vous présenter quelque chose d'un peu plus ludique peut-être, ou concret sur le terrain, parce qu'il suffit en fait d'un appareil photo pour réaliser ce suivi. Donc, on utilise un appareil photo pour aller sur le terrain, donc au sol, sur des points fixes. Et ça nous permet de faire un suivi qualitatif, c'est-à-dire qu'on n'a pas de données chiffrées sur ce qu'on ramène ensuite au bureau, mais on a des données qualitatives sur les changements paysagers et ça nous permet déjà de donner à voir et puis quand on fait des restitutions de résultats, mais même nous, parfois aussi de vérifier certaines données pour se rappeler l'état du terrain le jour où on a fait un lever, par exemple, ou suite à une tempête, etc. Et ça nous permet vraiment d'avoir un historique des choses. Donc, tous les petits triangles que vous voyez là, donc là, la côte catalane a été tournée, hein. Le nord est à droite. Tous les petits triangles que vous voyez, c'est un point photo référencé qu'on essaye de lever au moins 2 fois par an, en automne et au printemps.
et si possible après les tempêtes un peu significatives. Donc c'est très dense au milieu là sur le littoral de PMM, mais c'est que historiquement il y a plus de points. Mais on en ajoute au fur et à mesure des besoins, au fur et à mesure des changements qu'on peut voir quand on s'aperçoit qu'il y a un point qui peut être vraiment pertinent à suivre. Voilà, donc c'est quelque chose d'un peu flexible. J'ai pris un exemple assez simple, là c'est au nord de la cellule, c'est donc le point le plus facile à suivre pour nous. Il se situe sur le ponton de Port-le-Cat. Voilà, donc il se situe un petit peu en hauteur, donc sur un des piliers. Et en fait, ça donne ça. Donc il y a une vue vers le nord et une vue vers le sud. Là, je vous ai présenté seulement celle vers le nord, là, côté qui vise en fait le port. Et donc, ça nous permet de voir sur une zone qui est relativement stable, en fait. Hein, c'est pas du tout une zone en érosion, cette zone-là. Sur une zone stable qui a quand même des variations de trait de côte, que ce soit pendant une tempête ou pas, ou même en plein été, on voit bien que le trait de côte, il n'est jamais vraiment à la même position. Et du coup, ce point photo-là, il fait partie du réseau de points COSNAP. C'est un réseau de monitoring du littoral en fait, qui a été créé à l'échelle internationale, d'abord par un laboratoire australien, puis maintenant, en fait, il y en a un petit peu partout. Et il y a une application maintenant que vous pouvez télécharger vous aussi, et vous pouvez vous-même vous rendre sur ce point, là, notre point Port-le-Cat. Vous regardez bien où vous positionnez, c'est expliqué sur l'application, et vous pouvez les prendre et ajouter comme ça vos photos du littoral. Pourquoi? Parce qu'on s'est aperçu que, enfin, en tout cas, ces chercheurs-là se sont aperçus que finalement, sur les réseaux sociaux, sur Internet, on voyait beaucoup de photos de traits de côte finalement. En fait. Et le grand public prend beaucoup de photos, alors soit du selfie, mais sinon simplement des photos de paysage, de traits de côte. Et on s'est dit, bah, pourquoi pas l'exploiter, le valoriser et finalement faire un petit peu, envoyer un petit peu le grand public pour nous sur le terrain, voilà, et capitaliser encore plus de données. Donc voilà, si vous voulez vous amuser à aller sur ce point avec l'application, surtout n'hésitez pas. Donc pour voir si vous connaissez bien votre littoral du Roussillon, on va procéder à un petit sondage avec voilà, 3 photos. Donc à chaque fois, il y a 2 photos par point et l'idée, c'est de nous dire où est-ce que ça a été pris. Donc vous voyez, c'est des photos qui sont prises avec le même cadrage, donc si possible avec le même appareil photo à chaque fois. Essayez de se positionner vraiment au même endroit à chaque fois pour pouvoir comparer. Là, on voit déjà que le trait de côte bouge d'une année sur l'autre. Donc là, Serge, si tu peux envoyer le petit sondage. Donc ici, c'est un sondage donc, sur cette photo. À votre avis, est-ce que c'est une photo qui a été prise à Leucate-Plage, au Barcarès-Olydia, ou à Canet-Centre, ou à la plage d'Argelès-Centre? C'est la photo la plus facile des 3. Hein. Vous connaissez votre littoral, normalement, vous répondez juste. Oui, Provence. Est-ce Oui. que je... Voilà. Écoutez, moi, je sais où c'est. Hein. Oui. Je ne connais pas la réponse pour ne pas favoriser mes petits camarades. Voilà, mais je suis obligé de vous quitter. Donc, je profite de l'occasion pour vous saluer et vous souhaiter une bonne fin de conférence et vous remercier. Bonne soirée à tous. On a pris un peu de retard, je suis désolé. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Et merci pour vos votes. Donc, à 87%, vous répondez le Lydia. Ben, bien sûr, c'est Barcarès le Lydia avec ce fameux paquebot qui a été échoué là et qui fait un superbe point de repère pour nous, observateurs du littoral, qu'on soit au sol ou qu'on soit même en haut, parce que parfois on peut monter sur le pont. Voilà. Ensuite, un petit exercice suivant, il va concerner cette photo. Donc, pareil, la même photo, donc le même point à 2 moments différents, une qui est très récente d'ailleurs. Donc, où sommes-nous? Est-ce qu'on est au Barcarès Nord, là, vers les Miramars, au nord du port? Est-ce qu'on est à Sainte-Marie Centre? Ou est-ce qu'on est à Saint-Cyprien Centre, du côté de la place Codin?
Donc, merci pour vos réponses. On a 52% d'entre vous qui répondent Sainte-Marie-Sainte. C'est une bonne réponse. Donc, c'est en face de la place Oméga, donc le grand parking avec les panneaux solaires. Et donc, vous avez la mairie annexe pas loin. Donc, ici, en fait, ce point intéressant, parce qu'on voit en fait la fin, au fond, là, les ouvrages voilà, de fixation du trait de côte. Et donc, on peut observer un petit peu comment le trait de côte se comporte à cet endroit-là. Merci pour vos réponses. Ensuite, dernière photo. Alors, celle-ci, elle est beaucoup plus difficile. Est-ce qu'on est à Port-le-Cat? Est-ce qu'on est à Toreil, plage centrale? Est-ce qu'on est sur le Lido de Canet ou à Saint-Cyprien-Sud? Ok, ben merci pour vos réponses. Effectivement, on est à Saint-Cyprien-Sud. Alors, ce n'était pas évident. Il y a quand même presque la moitié de l'auditoire qui a répondu la bonne réponse. Voilà, on est au niveau, dans le secteur, on va dire, des Capellans, au sud du port de Saint-Cyprien. Donc, c'est une zone qui est relativement stable, mais qui subit quand même un peu l'effet des ouvrages qui sont positionnés un tout petit peu plus au sud. Voilà, on reviendra sur ce genre de phénomène un petit peu plus tard. Donc voilà pour nos questions là, de suivi du littoral. Maintenant, on va passer aux résultats, mais peut-être avant, il y avait une question sur le chat de Loïc Pétaignette. Eric a peut-être quelques éléments de réponse. Alors oui, je vais relire la question pour tout le monde. Quelle est l'échelle de temps qui fait référence sur le secteur Espiguette avec 300 000 m3 d'accrétion? On voit que sur des cartes qui datent du XIVe siècle, l'évolution du trait de côte, bien qu'accentuée par les épis rocheux, suit finalement une dynamique constante de l'est vers l'ouest. Et la question est, a-t-on un recul temporel suffisant pour analyser l'évolution de nos traits de côte? Alors, c'est vrai que les observatoires, d'une certaine manière générale, c'est vrai qu'on a un recul qui est au maximum en France, on a un peu plus de 20 ans. Ça concerne les côtes de l'Aquitaine, de la Nouvelle-Aquitaine, avec l'observatoire de la côte aquitaine, qui observe les côtes depuis une vingtaine d'années. Donc, ça permet déjà de dresser des tendances importantes. Ça permet déjà, sur ces 2 décennies, d'avoir des tendances qui commencent à vouloir dire quand même quelque chose avec, je pense évidemment, la remontée du niveau marin, et puis des séquences de tempêtes qui potentiellement ont pu s'accentuer ou s'intensifier au fil du temps. L'OBSCAT, lui, ou d'autres observatoires en France ou outre-mer sont plus jeunes. Donc effectivement, on capitalise des données progressivement. À l'OBSCAT, on a encore des choses assez peu, avec assez peu de recul, ça c'est clair. Après, il faut aller effectivement chercher des informations plus anciennes. Vous parliez du XIVe siècle, qui ne vont pas évidemment avoir la même précision pour pouvoir les comparer avec nos données actuelles, mais ils vont quand même donner des idées de l'évolution quand même du paysage. Et effectivement, vous avez raison, il y a de toute manière, l'érosion, c'est de toute façon un phénomène constant. C'est un phénomène en soi, c'est pas forcément un aléa. L'aléa érosion, ça va être une tempête. Mais il y a effectivement des tendances érosives, malgré tout, qui s'instaurent, qui sont liées évidemment aux remontées du niveau marin et les phénomènes de tempête. Mais ces tendances, alors j'ai peut-être un peu plus loin que votre question, vous repréciserez si je m'écarte ou pas, ou si vous voulez d'autres précisions. Ces tendances érosives liées au changement climatique, la remontée du niveau marin, elles sont assez difficiles par les observatoires à l'heure actuelle de vraiment dire si 30 mètres de recul, c'est juste une tempête, ou si c'est lié véritablement
une accentuation de l'érosion parce qu'on a une remontée constante du niveau marin. Ça, c'est des choses qu'on a du mal à dire. Simplement, les observateurs permettent quand même, avec ces observations-là, de regarder quels sont les comportements des différents sites et d'adapter aussi les gestions site par site que l'on a sur les côtes. Je ne sais pas si ça répond pleinement ou au moins partiellement à votre questionnement. Ok, qui met du mot consent. Si vous voulez bien, on va passer à ce résultat. Donc là, on a parlé des méthodes, savoir comment on fait pour observer, quel genre de carte on peut produire, quels outils surtout, quelles méthodes, quelle fréquence dans les suivis. Donc sur les résultats, je vais vous présenter un petit peu le global et après, je passerai la parole à Eric pour des points un petit peu particuliers. Quels sont ces résultats? Donc depuis 2013, on récolte des données. Dans le cadre OPSCAT, il y en a eu d'autres qui ont été récoltés avant. Et là, en haut à droite de la diapo, ce que vous avez, c'est un petit schéma du budget sédimentaire, en fait, qui explique où est le déficit sur un système littoral et où est le gain. C'est-à-dire que voilà, quand on a un phénomène d'érosion, quand on s'aperçoit que nos mètres cubes accumulés sont inférieurs à nos mètres cubes perdus, et ça sur le long terme. Sachant que on pourra revenir sur les causes de l'érosion si vous voulez après dans les échanges, mais globalement, voilà, il y a des phénomènes qui font que localement, on a quand même des phénomènes d'érosion sur le Roussillon. Elle a été diagnostiquée sur les dernières années avec l'indicateur trait de côte, donc un recul du trait de côte, mais c'est assez inégalement réparti, c'est-à-dire qu'on ne va pas avoir une érosion généralisée sur tout le Roussillon, pareil, voilà, de la même façon sur toute la côte. Mais, et surtout, il faut savoir qu'on reste sur des forçages, c'est-à-dire des tempêtes assez faibles, dans le sens où elles sont méditerranéennes, et où on n'a pas de marée, contrairement à l'Atlantique. On n'a pas les mêmes phénomènes érosifs ici, dans le Roussillon, qu'ailleurs en région Occitanie, ou que même sur l'Atlantique. Hein. On n'a pas des falaises dunaires de 5 mètres, voilà, comme dans les Landes, par exemple. Il faut savoir aussi qu'une des caractéristiques de la côte sableuse catalane, c'est qu'on a des embouchures de fleuves très dynamiques. Je parle notamment de la Glie, de la Tête et du Tech. Elles sont très dynamiques et mobiles, et c'est bien puisque c'est quand même les fleuves qui nous amènent ce sédiment. Hein. On ne reçoit pas forcément ici tous les sédiments du Rhône qui charrient beaucoup de sédiments, comme c'est le cas donc, pour les autres départements de l'Occitanie, les départements littoraux d'Occitanie. Mais on a nos bassins versants roussillonnés qui sont assez courts, mais qui alimentent en sable les plages de notre côte. Et ça donne aussi lieu à un trait de côte qui est ce qu'on appelle festonné. Donc un trait de côte qui n'est pas rectiligne, où on a des moments où la plage est très large, puis après elle est plus étroite. Et ça, c'est en lien avec la dynamique des barres sédimentaires. Ce sont des amas de sable sous-marins qui sont dans les petits fonds. Donc vous voyez, hein, quand vous allez à la plage, vous avez sûrement noté ce phénomène-là, notamment à Canet, c'est-à-dire que vous rentrez dans l'eau, vous vous enfoncez dans l'eau, et puis finalement, au bout d'un moment, en fait, vous avez une barre sédimentaire, vous avez encore plus pied que juste à côté du trait de côte. Et ça, c'est en fait, c'est des atténuateurs un petit peu naturels de la houle, mais c'est aussi des bancs de sable, donc des morphologies qui bougent et qui parfois viennent se coller au trait de côte, donc ça nous fait une plage très large. Et donc, par rapport à ça, ces questions de feston, du trait de côte, des barres, on a des problèmes localisés, mais qui sont aussi dus au secteur aménagé, donc les ports et les ouvrages de défense. Donc, si on pointe un peu les secteurs, on va dire, les plus sensibles, ça va être, bon, ce que j'ai mis un peu en rouge là sur la carte pour vous les localiser. Ce sont des points d'érosion de ce qu'on appelle d'aval des rives, c'est-à-dire qu'on a notre dérive littorale sud-nord et quand elle va rencontrer un obstacle, elle va s'arrêter. L'obstacle, ça peut être un piton rocheux naturel, mais si on a une unité, nous n'en avons pas. Mais sinon, ça va être une jetée portuaire, par exemple, ou une batterie d'ouvrages lourds qui ont été construits pour fixer le trait de côte. Et donc, c'est la principale problématique dans les zones urbaines, en fait, de la côte du Roussillon. C'est le cas notamment sur le village naturiste de Leucate. Donc, c'est vraiment une côte qui est coincée entre le gros des conchyliculteurs et la digue de Port-Leucate. C'est le cas aussi au Barcarès, le secteur des Miramars. Donc, c'est chaque fois juste au nord des ports.
À Sainte-Marie-Centre, c'est aussi le cas. Et puis au Sardinal, à Canet, bien sûr. Donc voilà pour les points un petit peu sensibles. Parfois, sur ces points-là, nous n'avons pas d'érosion dans les petits fonds voilà, ou en mer, mais on en a sur la plage très souvent et même parfois sur la dune. Et dans une moindre mesure, on a aussi cette érosion et ce phénomène-là sur les plages de Leucate au Mouret, c'est-à-dire juste au nord du gros des conchyliculteurs, au niveau de Toreil-le-Bourdigou, parce qu'on a aussi ces ouvrages qui perturbent un peu le transit sédimentaire, au droit du boulodrome de Saint-Cyprien. Là, on a une photo où voilà, l'épi a tendance à être un petit peu contourné par la mer pendant les tempêtes. Et puis aussi au nord du port d'Argelès. Là, c'est vraiment ces phénomènes-là. Donc, est-ce que vous avez des questions sur ces points particuliers, sur ces résultats qu'on peut trouver et puis ce qu'on vient de vous expliquer en termes vraiment de résultats et de fonctionnement? Vous pouvez ouvrir votre micro ou répondre directement, poster directement dans le chat si vous le souhaitez. Après, s'il n'y a pas de questions, on peut passer au détail d'un site en particulier. Okay. Donc, plus précisément, on vous propose, parce qu'on ne peut pas tout présenter, donc on vous a fait un petit tour d'horizon là sur le fonctionnement global. Mais voilà, quel est le site qui vous intéresserait le plus, qu'on puisse un petit peu échanger dessus et vous parler de son fonctionnement. Donc, on peut faire un focus soit sur les Mourets à Leucate, soit sur la plage centrale de Toreil, soit sur le Lido de Canet ou l'embouchure du Tech. Sachant que bon, là où on a le plus de données, bien sûr, c'est sur Leucate, Toreil et Canet, un petit peu moins au sud. Je continue à voter. C'est bon, il n'y a plus personne. Ok, ben merci pour vos votes. Donc on va présenter l'embouchure du Tech sur la commune d'Argelès. Donc c'est le point numéro 4 là, qui se situe au sud de notre unité sédimentaire. Je vais essayer de lancer ce nouveau diaporama. Je vais prendre quelques secondes. Ça va revenir. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui. L'embouchure du Tech? Ok. Donc, Eric, je te laisse la parole. Ok, c'est bon, ouais. Donc, en fait, l'embouchure du Tech, alors, c'est nouveau pour l'Obscat puisque ça fait partie d'un des nouveaux sites ce qu'on appelle le cycle 3. On entre à présent dans la 7e année de mesure de l'Obscat. Et donc, depuis 2019, on a donc des nouvelles informations qui sont acquises. Alors, sur Saint-Cyprien, bien entendu aussi, et sur Argelès également, mais également sur l'embouchure du Tech. Donc, on a à présent une vision d'ensemble des 3 embouchures qui contribuent à alimenter le littoral du Roussillon. Donc, cette embouchure, elle est située au sud de l'unité sédimentaire. Hein, c'est la sous-cellule 5, si on se réfère
aux premières diapos de notre exposé. En termes de qualité, enfin de nature de sédiments, on est un petit peu différent des autres secteurs et des autres embouchures. On a des sédiments qui sont beaucoup plus grossiers. On va y retrouver bien sûr du sable, mais aussi des galets. C'est un peu quand même la grosse différence par rapport aux autres embouchures. On est sur le contexte d'une réserve naturelle. Et sur ce site, qu'est-ce qu'on y fait? On y fait en gros on y acquiert les mêmes informations, c'est-à-dire qu'on a un suivi photogrammétrique qui est réalisé. Donc, on a à la fois la photogrammétrie va nous donner une imagerie saison après saison des modifications de l'embouchure, des barres sableuses, des flèches d'embouchure. On a également un suivi topobathymétrique qui est réalisé. Donc là, on va exploiter ces informations-là, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Ça permet de regarder quels sont les déplacements sédimentaires, les bilans volumétriques année après année. Et puis on a aussi un suivi photographique au sol qui est réalisé. Diapo suivante. Alors, vous avez, en termes d'éléments de paysage, donc je l'ai dit, hein, c'est une plage qui est plutôt une plage de sable et de galets, donc des éléments bien plus grossiers que les autres embouchures. Alors, on a une flèche sableuse qui est également très mobile, au gré des houles et des tempêtes. Alors ça, c'est comme les autres embouchures, un petit peu moins la glie, puisque la glie, lui, il a un fonctionnement qui est un peu contraint par la présence d'endiguements hein, de chaque côté de ces berges. Donc il y a un petit peu moins de mobilité sur la glie qu'il pourrait y en avoir sur le Tech, qui est une embouchure qui bouge quand même beaucoup, de ce qu'on en connaît en tout cas. Je vous propose déjà de passer à la diapo suivante. Après, juste pour cette Oui, vas-y. embouchure, quand même, ce qui est particulier par rapport aux autres, c'est la granulométrie, qui est quand même très épaisse. La granulométrie, c'est l'étude de la taille des grains. Alors nous, on ne fait pas dans l'OBSCAT des études granulométriques spécifiques, mais c'est intéressant de le voir. Là, on voit bien que c'est des sédiments là qu'on ne va pas retrouver forcément sur les autres embouchures, ni même sur les autres plages plus au nord en tout cas. Alors pourquoi on a des granulométries plus importantes? Souvent, c'est lié à l'apport du fleuve, c'est-à-dire qu'on va avoir un bassin versant qui est court. Donc voilà, le potentiel érosif de l'eau, quand les sédiments arrivent dans la rivière, n'est pas très long. Donc voilà, on a des fragments plus importants sur nos plages. Et ça, c'est quand même assez typique des plages du Roussillon, c'est-à-dire qu'on va avoir une granulométrie importante sur les plages du Roussillon, parce qu'on a des bassins versants courts, contrairement à ce qu'on peut trouver sur le reste de l'Occitanie. Hein. Dans l'Aude ou dans l'Hérault, on a quand même des sables plus fins, alors qu'en Roussillon, on a des sables plus épais, voire même des galets ici sur le Tech. Et c'est donc aussi pour ça qu'on ne peut pas avoir en Roussillon des dunes très hautes. Voilà, parce que la dune, pour qu'elle se forme, elle a besoin que le sable puisse être mobilisé par le vent. Et pour qu'il soit mobilisé par le vent, il faut qu'il soit le plus léger possible, c'est-à-dire très fin. Donc c'est normal qu'au niveau de l'embouchure du Tech, on n'ait pas des dunes très hautes. C'est le paysage naturel du Roussillon. Voilà. Alors, je vous l'ai dit, c'est en fait, nos suivis, nos relevés sur ce secteur sont assez récents. Hein. Donc, on est encore en analyse des levées que l'on a réalisées topobathymétriques au mois de mai dernier et septembre dernier. Là, ce que je vous propose, c'est juste de vous donner une illustration un peu de la forte mobilité du trait de côte et des flèches d'embouchure, comme je vous en parlais tout à l'heure. Donc là, vous avez un sketch qui est réalisé à partir d'images satellites entre 2014 et 2018, et puis des nouvelles informations que l'on a collectées depuis 2019 sur ce secteur, à partir de relevés soit photogrammétriques, ça va être les deux images de mars 2019 et de janvier 2020. Janvier 2020 à l'issue, en fait, quelques jours après la tempête Gloria, et l'image de mai 2020 qui, elle, nous a été fournie lors du lever LIDAR qui a été réalisé en mai 2020. Le lever LIDAR au cours duquel, je vous ai expliqué tout à l'heure, on acquiert des données topographiques
On a également une caméra à bord de l'appareil de l'hélicoptère qui permet de faire également des orthophotographies précises, donc en lien avec ce levé topographique. Donc là, ce qu'on voit très clairement, hein, c'est comme sur les autres embouchures, mais on a un déplacement du chenal, en fait, par lequel s'évacuent les eaux fluviales vers la mer, qui fluctue, un déplacement qui se fait soit vers le nord, soit vers le sud. Ça, on le voit très bien entre, par exemple, 2014 et 2018. En 2014, vous avez une situation où l'embouchure est très déportée vers le nord. Je ne sais pas si tu peux montrer, Provence, avec la souris. Alors, là, on a des... Ouais, voilà. Voilà, vraiment avec un chenal, en fait. Hein. Ici, là, maintenant, finalement, le chenal, on voit qu'il s'est comblé et l'embouchure est plutôt centrale, alors qu'elle est vers le sud à partir en 2018 et elle revient un petit peu centrale en mars 2019. Voilà, on a une situation en mars 2019 où on a une flèche qui s'est élargie et effectivement une sortie du fleuve qui reste très, comment dire, sinueuse, même si elle est au milieu de l'embouchure. Mais bon, ça illustre aussi les faibles débits que l'on a en dehors des crues hivernales ou printanières. On a également une image complètement contrastée là, de l'embouchure suite à la tempête Gloria de janvier dernier, où là, vous voyez que l'embouchure a été totalement dégagée des flèches sableuses et des masses de sable qui étaient accumulées. Là, on ne voit plus du tout de bancs de sable et de flèches sableuses. Donc, on a eu départ, exportation de ces volumes de sable vers la côte qui ont permis d'alimenter la côte. Et à nouveau en mai 2020, vous voyez que quelques mois après, 5 mois après, on a de nouveau ces flèches sableuses qui se reconstituent par la dérive sédimentaire, la dérive littorale qui va apporter de nouveau des sédiments depuis le sud et qui vont progressivement repasser et refermer l'embouchure progressivement et décaler à nouveau l'embouchure vers le nord. Voilà, à ce stade, on a relativement peu d'informations. Donc là, la suite de nos suivis va nous permettre d'étudier cette embouchure comme on l'a fait sur les deux autres, le TEC et la GLI. Oui, ce qu'on voulait aussi un petit peu montrer sur ces exemples, et notamment cet exemple de l'embouchure du TEC, c'est que malgré qu'on soit en Méditerranée, malgré qu'on ait des cours d'eau avec peu de débit, effectivement, on a des forçages en fait qui ne sont pas très importants. Mais malgré tout ça, on voit que ça bouge et tout bouge tout le temps en fait. C'est-à-dire que, enfin, dans un sens comme dans l'autre, c'est-à-dire qu'on va avoir des flèches sableuses qui peuvent aller d'une direction à l'autre, d'une direction opposée à l'autre. C'est le cas pour les autres embouchures également. Et donc, pour vous montrer que, effectivement, lors d'une tempête, on peut avoir des changements sédimentaires importants relativement à la quantité qu'on a globalement sur la côte. On voit l'embouchure au niveau de la tempête Gloria, elle est assez impressionnante quand même, parce qu'on a plus aucun banc de sable qui entrave le cours d'eau. Mais en même temps, on étudie souvent une capacité de reconstruction des plages. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais prendre les choses à un instant T. Et notamment quand on réalise des suivis post-tempête, c'est-à-dire juste après la tempête, comme ça a été le cas pour Gloria, mais également pour la tempête de mars 2018, qui a été quand même assez impactante sur le littoral du Roussillon, on va avoir des formes, des déplacements de sable. On avait notamment sur ces deux tempêtes des déplacements de sable beaucoup en haute plage, voire sur la voirie, sur les fronts de mer, etc. Mais en fait, tout ça, après, ça bouge et cette situation, après, elle se tasse et on arrive à souvent des situations de printemps qui sont bien sûr moins alarmantes que juste après une tempête. Et donc, il faut aussi laisser un petit peu les forçages naturels sur le littoral agir et reconstruire soit une dune embryonnaire, soit des barres sédimentaires, soit une plage plus large avec un trait de côte qui bouge, etc. Voilà, donc c'est pour vous expliquer que tout ça était mouvant, qu'il faut une longue série de données pour être sûr d'avoir la bonne tendance et que parfois, et c'est souvent le cas dans nos résultats,
sur une année, on va avoir parfois des résultats un petit peu alarmants. Et puis, si on reprend toutes nos données et on en fait vraiment des bilans à l'échelle pluriannuelle, on va avoir des tendances qui sont très différentes. Voilà. Et après, on a aussi des zones sur le littoral du Roussillon qui ont tendance à reculer, un trait de côte qui recule, mais il faut quand même savoir que malgré les forçages météo marins qui viennent du sud ou de l'est ou de sud-est, on a aussi pas mal de tramontane qui fait évoluer nos plages. Je ne sais pas si tu veux en dire un petit mot, Eric, notamment je pense au Bourdigou, où on a parfois des situations qui s'inversent avec des plages très larges parce qu'on a eu des épisodes forts de tramontane qui réalimentent, mais en sens inverse, la plage. Alors oui, exactement. On le voit aussi sur la situation de 2018, sur le TEC, hein, on a une déflexion vers le sud assez légère, mais quand même assez visible sur ces images des flèches sableuses. Alors effectivement, on pense souvent aux tempêtes, on pense aux petits coups de mer ou aux moyens coups de mer, mais c'est vrai que la tramontane sur cette côte, elle est quand même assez fréquente et puissante, hein. Et en fait, elle génère aussi des houles qui rentrent principalement, on va dire, par le secteur nord du Roussillon et qui va contribuer à générer ces houles. Ces houles, la tramontane est grosso modo ouest-nord-ouest, hein. Donc elle va générer des houles on pourrait se dire que ces houles vont partir vers le large. Alors c'est pas tout à fait vrai parce qu'il est au plus proche de la côte, finalement, ben, les houles, avec la remontée des fonds, elles vont tourner vers la côte. Et donc, on va avoir des houles qui vont générer en fait un courant de dérive littorale qui est inverse à celui qu'on observe au cours des tempêtes ou en résultante sur l'année ou au fil des années. Donc, finalement, on a un déplacement de sable pendant les périodes prolongées de tramontane et qui se fait du nord vers le sud. Et on le voit sur l'inversion des flèches sableuses sur les embouchures. Et puis on le voit aussi dans des secteurs effectivement comme le nord du Bourdigou, au nord des digues de l'embouchure. On est en général dans des situations où on est en recul du trait de côte. Et pendant ces périodes assez prolongées de tramontane, on va avoir une accumulation de sable qui va se faire à l'inverse sur les digues du nord, sur le nord de l'embouchure. Ça, c'est un exemple. Et on a aussi d'autres exemples qui ne me viennent pas forcément en tête, mais je pense par exemple sur le Racou, on pourra aussi avoir ce même genre de phénomène. Alors, on a des suivis qui sont encore trop récents pour le regarder, mais on a il ne faut pas négliger ces phénomènes de tramontane. Et elle génère aussi, on l'a vu ça sur certaines images ou photos qu'on a pu prendre au cours de nos relevés de septembre. On a des falaises d'érosion qui peuvent être créées par des houles de tramontane. Quand on a des houles, un vent qui souffle de manière prolongée, on peut avoir des houles de pratiquement 1 mètre qui arrivent à la côte. Donc ça a un impact ponctuel, assez souvent ponctuel, mais voilà, c'est sur des secteurs qui sont déjà touchés par de l'érosion, il faut aussi savoir, voilà, dans le fonctionnement, c'est des choses qu'il faut prendre en compte. Merci Eric. On a une question, oui, de M. Prieur. Oui, vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, bonjour. Donc Jean-François Prieur, directeur adjoint des services techniques de la ville d'Argelès-sur-Mer. Concernant le TEC qu'on maîtrise, qu'on gère à chaque crue, est-ce que vous êtes sûr que la flèche sableuse disparaît à chaque tempête? Parce que nous, ce qu'on constate, c'est que c'est le niveau de la mer et le niveau du TEC qui passent au-dessus de la flèche sableuse. Et on le voit sur votre photo de la tempête Gloria. Alors, c'est en limite entre la photo satellite au montage. On voit bien le trait blanc qui est, j'allais dire, c'est l'eau qui passe sur la flèche sableuse, mais la flèche sableuse est bien sous l'eau. Parce que quand la mer revient à un niveau acceptable, la flèche sableuse est toujours là. Et d'ailleurs, des fois, on doit, après un épisode de tempête, on doit venir ouvrir artificiellement le TEC, faire un petit passage avec notre tractopelle pour que le TEC puisse se vidanger de nouveau dans la mer. Donc, je ne suis pas sûr qu'il y ait une disparition totale des flèches sableuses lors de crues ou de tempêtes,
c'est juste les mouvements ou la différence altimétrique de l'eau qui fait qu'on a l'impression que ça disparaît. Est-ce que je me trompe? Non, je ne pense pas que vous vous trompiez, effectivement. Alors nous, on n'a pas ce recul et cette analyse plus proche du terrain que vous avez. C'est effectivement intéressant d'avoir cette analyse-là. C'est vrai que pendant la tempête, et même quelques jours après la tempête, il y a encore une surcote qui est générée par la crue en elle-même et puis par les houles qui sont encore des fois actives sur la côte, qui font qu'effectivement, on peut avoir l'impression que la flèche n'est plus là. Alors, il y a une partie effectivement qui est partie, et là, c'est vrai qu'il y en a certainement une part qui est encore même visible sur l'image. Sur d'autres embouchures, c'est peut-être moins vrai, ou ça va dépendre des phénomènes ou des tempêtes, hein. La tête, par exemple, a été, là, au contraire, a quasiment été clairement assez fortement dégagée, en tout cas de sa partie visible, je dirais en termes de topographie, c'est ce qui était au-dessus de l'eau avant. Quand la tempête s'est calmée, enfin, le changement était beaucoup plus radical que celui qu'on voit même sur le TEC, là, sur cette image-là. Donc ça va varier suivant les embouchures. Et bon, après, on n'a jamais, effectivement, sur ces images-là, on n'a qu'une vision de surface. Donc c'est vrai que la partie des flèches qui resterait sous l'eau, on ne la connaît pas, puis c'est assez difficile d'aller l'ausculter après les épisodes. Ça, on le voit après quand on repasse quelques semaines ou quelques mois après avec notre sondeur, on revoit effectivement quel est l'état des fonds à ce moment-là. Alors, vous Mais pouvez le voir aussi avec certainement, la crête. effectivement, on ne doit pas dégager toutes les masses sableuses, non, ça c'est clair. Voilà. Vous pouvez le voir aussi avec la crête, en fait, la ligne de mer, la ligne de vague, Oui, tout à vous savez, fait. blanche. Il y a un déferlement, ouais. Voilà, on le voit bien sur le TEC, qu'on a un mur de déferlement qui est toujours à l'embouchure du TEC. Exactement. Il y a une destruction partielle. Ouais. C'est ça, c'est ça. C'est comme si la flèche sableuse émergée se transformait en fait en barre sous-marine Ouais. pendant la tempête. Après, elle change de position, mais effectivement, ça garde quand même un petit récif à ces endroits-là. Merci pour votre question et vos éclairages aussi du terrain. C'est important pour nous sur ces secteurs qu'on connaît moins bien. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions, que ce soit dans le chat ou à l'oral? Alors, si c'est bon pour vous, on va pouvoir clôturer. Voilà. Je vérifie simplement qu'il n'y ait pas de main levée. Voilà. On termine à 36 participants sur Zoom. Donc, merci à vous d'avoir participé et d'être resté avec nous jusqu'à cette heure tardive. Alors, bien sûr, nous, on préfère faire des conférences en live et vous avoir avec nous et puis vous offrir l'apéro à la fin, comme d'habitude. Bon, ben, c'était pas possible cette année. On a quand même essayé d'organiser cet événement de partage de la science. On espère que ça vous a plu, vous avez appris des choses quand même. Et en tout cas, donc, voilà, merci d'être venu. Je m'aperçois que sur les personnes qui participent, il y a des gens que je ne connais pas, donc peut-être que ça veut dire qu'il n'y a pas que des techniciens ou des gens un petit peu initiés. Voilà, j'espère que vous avez appris des choses. Nous, on reste disponible donc par mail, par Facebook aussi. On essaye de publier des actualités. Cette conférence sera visionnable en replay aussi. Donc vous pourrez la revoir si besoin ou la partager. Voilà, donc Eric, si tu veux peut-être dire le mot de la fin. Non, ben, c'est un petit peu en lien avec ce que tu dis. On va, j'espère, se donner rendez-vous de manière plus conviviale, ça c'est clair. Bon, là, c'était une première. J'espère que vous pardonnerez les petits problèmes techniques et de mise au point au fil de l'exposé. Voilà, j'espère que ça a répondu aussi à vos attentes. Et puis, on va se donner rendez-vous aussi pour les communes présentes l'année prochaine pour vous présenter des résultats plus particuliers.